Regardez ça, c'est un grain de sable. Si vous devez plisser les yeux, c'est normal. Ça fait 0,1 mm de diamètre. Et si vous trouvez ça petit, sachez que dans le futur, les nanorobots qui vont parcourir votre corps pour vous soigner des maladies seront 1 million de fois plus petits. Enfin, peut-être. Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic, la chaîne dédiée aux esprits ingénieux. Aujourd'hui, on va parler nanotechnologie. Ces innovations qui vont sûrement révolutionner le monde, mais que vous ne pourrez jamais voir, même avec 20 à chaque œil. Bon, ok, il faut d'abord que je vous explique ce que sont précisément les nanotechnologies. Si on a réussi à vous faire comprendre la blockchain, on devrait y arriver. Les nanosciences et nanotechnologies, abrégées par le sigle NST, traitent de la recherche, la manipulation et l'assemblage de structures à l'échelle du nanomètre. Et le nanomètre, c'est une unité de mesure égale à 1/1000 de mètre. On s'en sert pour calculer la distance entre les atomes. Cette définition des nanotechnologies recouvre aussi bien la fabrication de noir de carbone pour renforcer les pneus des voitures, celle des circuits électroniques microscopiques avec des lignes de courant de quelques nanomètres, ou encore la fabrication de véhicules moléculaires. Et si vous croyez que la nanotechnologie est un truc futuriste, vous vous trompez. Vous connaissez l'or, bien sûr, mais peut-être pas l'or colloïdal. L'or colloïdal, c'est une suspension de nanoparticules d'or dans un milieu fluide. Les Égyptiens et les Chinois l'utilisaient dans l'Antiquité pour colorer le verre. Oui, parce que quand les particules d'or sont plus petites que 100 nanomètres, elles donnent une teinte rouge au verre dans lequel elles sont. À l'époque, on obtenait de l'or colloïdal en faisant chauffer de l'or à près de 600 degrés dans un liquide destiné à être vitrifié. L'or se transformait en nanoparticules d'or et recouvrait toute la surface. Le meilleur exemple de son utilisation date de l'époque romaine. Ça, c'est la célèbre coupe de Lycurgue, qui date du 4e siècle de notre ère. Elle contient des nanoparticules d'or qui mesurent entre 50 et 70 nanomètres et devient rouge quand on l'éclaire. Le résultat est tellement bluffant qu'on a cru jusqu'en 1950 qu'elle était faite d'une pierre précieuse. Si les Romains avaient bien observé que l'or se désintégrait en minuscules fragments, ils ne parlaient évidemment pas d'or colloïdal, et encore moins de nanotechnologie. Et pourtant, on peut dire que c'était déjà une forme d'utilisation un peu rudimentaire de nanotechnologie. Bon, mais c'est surtout pour vous donner une illustration et frimer un peu niveau culture G. Ce n'est qu'en 1974 que le terme nanotechnologie est utilisé pour la première fois par le japonais Norio Taniguchi. Taniguchi, c'est un scientifique spécialisé dans les techniques de production de composants électroniques. Il parle de nanotechnologie car il prédit que le degré de précision des technologies atteindrait bientôt l'échelle du nanomètre. Mais ça reste de la pure théorie jusqu'en 1981, quand le microscope à effet tunnel est mis au point par les chercheurs Gerd Binning et Heinrich Rohrer. Bon, c'est pas franchement le microscope de vos cours de physique-chimie, ça ressemblait plutôt à ça. En gros, la particularité de ce microscope, c'est qu'il utilise une très fine pointe de tungstène constituée de quelques atomes seulement. Elle permet de survoler la surface d'un échantillon pour l'analyser à une échelle d'1 nanomètre grâce à un courant électrique. Et ça permet de modéliser cet échantillon en 3D. En revanche, le microscope à effet tunnel ne permet pas de déplacer les nanoparticules et de les assembler entre elles. Du coup, serait-il possible de créer des structures à l'échelle nano ? 1989, Donald Mark Eigler, Don Eigler pour les intimes, est physicien-chercheur pour IBM. Et en plus de ça, il aime les chiens. Depuis la découverte du microscope à effet tunnel par Binning et Rohrer, il en a fabriqué plusieurs qu'il a adaptés aux différentes molécules qu'il cherche à observer. Un jour, Don Eigler observe l'enregistrement du courant de son microscope au-dessus d'un échantillon métallique parsemé d'atomes de xénon. Et il y remarque que les atomes de xénon ont suivi le mouvement de la pointe du microscope. Et là, c'est le déclic. Il vient de comprendre que les atomes ne sont pas seulement observables, mais qu'on peut aussi les déplacer. Il retente l'expérience pour confirmer ça, et ça marche. Les atomes suivent la pointe de tungstène. Bon, avec quelques conditions évidemment.
L'opération doit être faite sous vide total et à 4 degrés au-dessus du zéro absolu. Un truc comme moins 270 degrés Celsius. Ah oui, et petit détail, aligner 7 atomes prend 1 heure. Nano-détail, j'ai envie de vous dire. Pour prouver sa découverte, il va déplacer 35 atomes de xénon pour dessiner les lettres I, B et M, le nom de sa boîte. Corpo, le gars. Bien sûr, la prouesse est saluée par les physiciens du monde entier et on se met à rêver d'un monde où l'on pourrait construire plein de choses atome par atome, donc à des échelles nanoscopiques. Alors, à quand les robots minuscules qui vont parcourir notre corps à la recherche des virus pour les éliminer? Spoiler, c'est pas pour tout de suite. Pourtant, les scientifiques ont déjà réussi à fabriquer des nanovoitures moléculaires, avec des caches de carbone sphériques de quelques nanomètres en guise de roue. Et elles roulent en suivant la pointe de tungstène d'un microscope à effet tunnel. Techniquement, on pourrait donc organiser la course de voitures les plus minuscules de l'univers. Il a gagné? Il passe devant? Il l'a fait! Il gagne! Il y a aussi un laboratoire toulousain et un laboratoire singapourien qui ont réussi à créer un engrenage de 1,2 nanomètres seulement, 100 000 fois plus petit qu'un cheveu. Mais bon, justement, depuis l'exploit de Don Hegler, la construction des structures moléculaires atome par atome n'est toujours pas sortie des laboratoires. Et ça n'empêche pas que la nanotechnologie se soit déjà fait une place parmi nous. Un célèbre futurologue, Raymond Kurzweil, pense que dès 2032, des nanomachines pourraient être injectées dans notre corps à des fins médicales. Mais pour d'autres, on est très loin d'y arriver. Alors, qui croire? L'avenir nous le dira. Mais si jamais on parvient à maîtriser cette technologie, voilà 3 exemples de ce qu'on pourrait en faire. Déjà, pour la santé, des nanoparticules d'or pourraient être utilisées pour mieux cibler, imager et traiter les cancers. Ou bien pour fabriquer des médicaments. Ça pourrait être utile au niveau de l'environnement aussi. Des nanoparticules pourraient purifier l'eau en s'attaquant directement aux atomes qui la polluent. Et enfin, pour l'industrie alimentaire, les nanoparticules pourraient permettre de mieux détecter les changements de qualité des aliments et leur péremption. Mais le problème, c'est que les nanotechnologies sont toutes nouvelles et qu'on ne connaît pas encore l'impact à long terme que pourraient avoir certaines nanoparticules. Pour notre organisme, ou pour l'environnement. Il va donc falloir encore pas mal de recherches et d'expérimentation avant de faire des courses de nano-voitures chez vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve vite pour découvrir une nouvelle innovation qui a changé ou va peut-être changer le monde. Pensez à mettre un pouce bleu, vous abonner et activer la cloche pour voir les prochains épisodes. Salut!